Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois d'avril 2021. Alors tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les contributeurs du Tipeee. Je vous rappelle encore une fois que c'est grâce à vous que je peux continuer à produire des émissions de façon libre et indépendante. Alors, un grand merci. Le sujet de ce jour, ce sera les Templiers, et plus précisément le procès de l'ordre du Temple, soit les événements qui se déroulent sensiblement entre 1307, avec l'arrestation des Templiers, et le bûcher du dernier grand maître Jacques de Molay en 1314. Bien sûr, nous allons également parler des événements qui précèdent l'arrestation, et également de ceux qui succèdent au bûcher du dernier grand maître, bien sûr, afin de comprendre tous les tenants de cette histoire. Alors, le procès de l'ordre du Temple, ou la chute des Templiers, est une histoire complexe. C'est sûrement l'un des plus grands scandales médiévaux, ou surtout la plus grande affaire politique et judiciaire du Moyen-Âge. Et nous allons tenter de démêler tous les fils de cette histoire, afin de comprendre si les Templiers étaient coupables ou innocents, mais également de comprendre les motivations qui ont poussé Philippe le Bel à les arrêter. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, et nous allons attaquer avec le plan de l'émission. Alors tout d'abord, pour commencer, nous ferons une introduction afin de contextualiser le sujet, comprendre qui sont les Templiers et tous les événements qui vont conduire au procès. Ensuite, nous parlerons dans une première partie du prélude à l'anéantissement, c'est-à-dire les événements qui se déroulent entre la chute de Saint Jean d'Acre, le dernier bastion chrétien en Orient en 1291 et jusqu'à l'arrestation des Templiers, le fameux vendredi 13 octobre 1307. Ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons de l'arrestation elle-même, comment s'est pilotée cette manœuvre politique de Philippe le Bel, qui a été arrêté, combien de Templiers ont été arrêtés et comment cela s'est passé globalement. Ensuite, dans une troisième partie, nous parlerons de l'interrogatoire, enfin des interrogatoires et du procès de l'ordre du Temple, qui a été interrogé, comment l'ont-ils été, par qui, de quelle façon, comment s'est déroulé le procès en France, mais également dans les autres nations européennes, c'est-à-dire le royaume d'Angleterre, enfin le royaume d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, mais également sur la péninsule ibérique, dans le royaume d'Aragon, mais également au Portugal, etc. En Sicile, en Italie, à Chypre et également dans les provinces du Temple, d'Europe centrale et de l'Est, que nous analyserons brièvement. Donc nous allons tenter de comprendre, de faire une vue d'ensemble, bien sûr, du procès et des interrogatoires. Et puis ensuite, dans une quatrième partie, nous parlerons de la fin des Templiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qui commence avec le Concile de Vienne, fin 1311 et début 1312. Donc qu'est-ce qui va advenir de l'ordre du Temple, des membres de cette organisation, mais également de ses dignitaires, et notamment du grand maître, bien entendu, Jacques de Molay. Et puis ensuite, en conclusion, je vous proposerai mes réflexions personnelles sur cette question, afin de vous proposer quelques explications possibles quant aux tenants et aboutissants de ce fameux procès des Templiers. Prélude à l'anéantissement, soit la période qui s'étend entre 1291 et 1306, ou les événements qui vont conduire au procès de l'ordre du Temple. Notre histoire commence avec la chute de Saint Jean d'Acre en 1291. La ville est prise par les Mamelouks, les Templiers mais également les croisés dans leur globalité vont devoir fuir sur l'île de Chypre. Le grand maître de l'époque, Guillaume de Beaujeu, va mourir pendant le siège de Saint Jean d'Acre. Ensuite, c'est Thibaut Gaudin qui va lui succéder pendant une courte année, et ensuite, c'est Jacques de Molay qui va devenir maître de l'ordre du Temple. Ce dernier va être élu à la maîtrise donc en 1292. Il va rapidement se rendre en Occident afin de tenter de rallier les souverains d'Europe à sa cause, qui était le projet d'une nouvelle croisade, afin de reprendre la Terre Sainte, bien entendu. Néanmoins, il se heurte à la défection donc, de l'idée des croisades, qui commence à perdre de l'intérêt pour les seigneurs d'Occident, qui se tournent vers d'autres, qui ont d'autres projets, on va dire, à cette époque. Néanmoins, il entretient une bonne correspondance avec Philippe le Bel, mais également avec les souverains de la péninsule ibérique, notamment Jacques II d'Aragon et également Jacques II de Majorque. Il s'entend bien également avec le pape de l'époque, à savoir Boniface VIII, sachant que ce dernier, lui, à contrario, s'entend très mal avec le roi de France, Philippe le Bel. Ils auront de nombreuses tensions entre eux, ce qui va aboutir à l'attentat d'Agnigny, dont nous ne pourrons pas trop développer aujourd'hui bien entendu, mais en gros, pour bien prendre en compte qu'il y a une tension très forte entre le roi de France et la papauté de cette époque. Donc Jacques de Molay, après ses tentatives pour rallier l'Occident à sa cause, retourne en Orient. Il a un projet de reconquête qu'il met en place, en alliance avec les forces mongoles de cette époque. Je vous ai proposé une émission spécifique sur Jacques de Molay, où vous pourrez retrouver toutes ces informations.
L'opération donc sur l'îlot d'Arwad a lieu en 1300 et 1301, c'est un échec, de nombreux Templiers vont mourir pendant cette opération, près de 200 à 300 combattants, ce qui peut expliquer en partie cette faiblesse d'effectifs combattantes dont je vous parlais tout à l'heure en introduction. Donc, que se passe-t-il dans les années suivantes? Eh bien, on va dire que l'ordre du Temple est en crise. Il y avait déjà depuis de nombreuses années un projet de fusion entre l'ordre des Templiers et l'ordre des Hospitaliers. Car je vous rappelle que l'ordre du Temple n'est pas le seul ordre de moines chevaliers qui existe à cette époque. Nous trouvons les Templiers, les Hospitaliers, mais également les chevaliers teutoniques, plutôt dans les territoires germaniques. Or, ces différentes organisations travaillent séparément, mais ont des objectifs que l'on pourrait qualifier de communs. Sachant qu'avec la perte de Saint-Jean d'Acre, ou la perte de la Terre Sainte si vous préférez, chacun de ces ordres va prendre une posture différente par rapport à ces événements. C'est-à-dire que les Hospitaliers, ou les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de l'Hôpital, vont quant à eux chercher à reconquérir des territoires et s'implanter durablement sur l'île de Rhodes, et vont conquérir l'île, en faire un fief souverain. Pour les chevaliers teutoniques, quant à eux, ils vont décider de réorienter leurs forces plutôt sur la Baltique, c'est-à-dire ils vont conquérir des territoires païens qui se trouvaient au-delà de la frontière prussienne. Donc ils vont s'établir également en État souverain. Les Templiers ne font pas le même choix, ils ne souhaitent pas s'établir en État souverain, leur objectif reste fondamentalement la croisade et la reconquête de la Terre Sainte. Il y avait déjà eu un premier projet pour fusionner ces trois ordres en un seul. Cela avait eu lieu au deuxième concile de Lyon, en 1274, à l'époque sous la maîtrise de Guillaume de Beaujeu. Ce dernier s'était virulemment opposé à la fusion des ordres, distinguant que ces différentes organisations avaient des fonctionnements différents et que le fait de les laisser séparer permettait une sorte de concurrence entre eux et de chercher à créer une sorte de motivation pour être le meilleur. Et alors que les réunir en un seul permettrait certes d'uniformiser cette chevalerie, mais pourrait faire perdre une motivation plus globale, faisant que certains membres des Templiers ne se retrouveraient pas avec certains concepts des Hospitaliers ou des Teutoniques, etc., etc. Donc, comprenez que Guillaume de Beaujeu souhaitait surtout maintenir l'indépendance de l'ordre du Temple. A noter que les Hospitaliers voulaient la même chose et que les Teutoniques voulaient également la même chose, bien sûr. Mais avec la perte de la Terre Sainte, la question de la fusion des ordres se repose. Pourquoi? Eh bien parce que de nombreux souverains d'Europe souhaitaient la fusion des ordres, notamment Philippe le Bel, le roi de France, mais également le roi d'Aragon, Jacques II, bien sûr, qui était tout à fait partisan de cette idée de fusion des ordres pour avoir une chevalerie unique, avec une cause unique, bien sûr. Alors, pour cette question de la fusion des ordres, et qui va nous intéresser pour le procès des Templiers, on peut s'attarder quelques instants sur les personnages essentiels de toute cette histoire. Tout d'abord, Jacques de Molay. C'est le maître de l'ordre du Temple, c'est un homme d'action, c'est un homme qui a un seul projet en tête, qui est celui de la reconquête de l'Orient. C'est un homme de terrain, et ce n'est pas un politicien aguerri. Il n'est pas à l'aise avec toute la géopolitique de l'Occident et toutes les querelles entre les différents seigneurs de l'Occident. Et c'est certainement un des éléments qui va faire que l'ordre du Temple va très mal gérer la situation du procès par la suite. Ensuite, nous avons le maître de l'ordre de l'Hôpital, c'est Foulques de Villaret. Ce dernier est un fin politicien, inversement, et lui va très bien sentir les éléments de l'Occident et va avoir une réaction qui va assurer la survie, si l'on peut dire, de l'ordre de l'Hôpital, ce que nous verrons également par la suite. Ensuite, un autre personnage tout à fait important, c'est Hugues de Perrot, le grand visiteur de France. Alors, tout d'abord, c'est quoi le grand visiteur de France? Eh bien, c'est celui qui est le second en importance, si l'on peut dire, dans l'organisation du Temple, puisque c'est la personne qui va gérer l'organisation templière en Occident. Alors, pour être exact, il y a un grand visiteur d'Espagne, donc grand visiteur qui s'occupe de toutes les provinces ibériques de l'ordre du Temple, et un autre grand visiteur de France et d'Angleterre, qui gère en réalité toutes les provinces de France, mais également d'Angleterre, germanique, province de Provence, province d'Aquitaine, province également d'Auvergne, etc. Donc le grand visiteur de France et d'Angleterre a un pouvoir considérable. Hugues de Perrot est, quant à lui, un homme qui est typiquement un homme de l'Occident. C'est un politicien aguerri, c'est un diplomate aguerri, et c'est un homme qui connaît tout à fait les tenants et les aboutissants des pouvoirs occidentaux. Il existe d'ailleurs des théories qui disent que Hugues de Perrot aurait été en concurrence avec Jacques de Molay pour l'élection. Et donc Jacques de Molay était l'homme d'action, l'homme de l'Orient, et Hugues de Perrot était l'homme de l'Occident, le diplomate. Et on va voir qu'il y aura peut-être des tensions entre ces deux hommes. Notons également que
Jacques de Molay s'entend très bien avec le pape Boniface VIII, mais également avec son successeur, Clément V, dont nous allons parler juste après. Inversement, Hugues de Peyraud, lui, s'entend très bien avec le roi de France, Philippe le Bel. Et on va voir ce que ça va engendrer comme situation. Alors ensuite, autre personnage très important, bien sûr, c'est le roi de France, Philippe IV le Bel. Ce dernier est un personnage, un roi, un monarque accompli, on appelle d'ailleurs, on le surnomme le roi de fer, ce n'est pas pour rien. Il va être élu en 1268, il succède à son père Philippe le Hardi, mais surtout il est le petit-fils de Saint-Louis, donc Louis IX, qui a lui-même fait 2 croisades. Philippe le Bel est un roi, donc il devient roi en 1285, il est né pardon, en 1268, mais il devient roi qu'en 1285, bien entendu. Donc avant que Jacques de Molay accède à la maîtrise de l'ordre du Temple. En 1303, Philippe le Bel souhaite s'émanciper, on va dire, de l'autorité ecclésiastique. Il souhaite s'émanciper des pouvoirs du pape, avec cette phrase un petit peu qu'on peut dire « le roi de France est seul souverain sur son territoire ». Et donc il souhaite que les autorités ecclésiastiques de son territoire, notamment les évêques, soient nommés par lui et ne soient pas nommés par la papauté. Il ne veut pas que l'Église forme un pouvoir dans son territoire. Il souhaite garder le contrôle de toutes les infrastructures de son territoire et notamment des infrastructures ecclésiastiques. Cela va engendrer un conflit avec la papauté assez conséquent qui aboutit à l'attentat d'Adapni que je vous citais tout à l'heure, où Philippe le Bel va faire kidnapper le pape Boniface VIII, il va le faire malmener, c'est un de ses vassaux, hein, Guillaume de Nogaret, personnage qui va nous intéresser, qui aurait même giflé le pape, et d'ailleurs Boniface VIII va mourir 1 mois après les événements, probablement traumatisé par cette situation. Donc on voit que Philippe le Bel s'est émancipé du pouvoir de l'Église, et souhaite même prendre pouvoir d'une certaine façon sur l'Église. C'est ainsi qu'il va piloter l'élection du futur pape. Alors il va y avoir tout un tas de problèmes de succession dans la papauté. Lors de l'élection donc du pape Clément V, celui qui va nous intéresser, en 1305, donc 2 ans après les événements, eh bien Philippe le Bel va envoyer son armée pour assister au conclave. C'est-à-dire qu'il y a le conclave qui se place dans la ville d'Avignon, donc on est sur les territoires français, c'est-à-dire qu'il rapatrie la papauté en France, déjà ça c'est très important, et cette élection, qui se passe à huis clos bien sûr, le pape va quand même envoyer ses troupes à l'extérieur du palais. Donc comprenez que si vous ne votez pas correctement, c'est l'armée qui va se charger des élections, si on peut dire. Donc de ce fait, les cardinaux vont élire un pape français, à savoir Bertrand de Glau, Clément, qui sera connu sous le nom de Clément V. Alors, ensuite, Philippe le Bel a un projet un peu fou que l'on nomme le projet Rex Bellator, ou qui veut dire le roi combattant. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Philippe le Bel est un homme qui, tout d'abord, est profondément pieux. Alors, contrairement à certaines idées au procès qu'on pourrait lui faire, c'est un homme qui, à la fois, un peu comme Saint-Louis, n'oubliez pas que c'était son grand-père. Donc, Philippe le Bel a une ambition, sa femme est morte, et il commence à prendre l'âge, et il a envie d'être plus que le roi de France. Donc son projet est de faire fusionner les ordres templiers, hospitaliers, etc. en un seul ordre unique, qui ne serait pas dépendant du pape, mais qui serait mis sous l'autorité des royaumes. Et comprenez par les royaumes, il entend surtout par lui. Donc ce que Philippe le Bel entend, c'est devenir le maître de cet ordre unique, sous le nom du Rex Bellator, le roi combattant, prendre la tête de cette milice armée colossale, dans le but de reconquérir la Terre Sainte, donc de devenir roi de Jérusalem, et il abandonnerait ses fonctions de roi de France qu'il laisserait à son fils. Donc, comprenez, le fils de Philippe le Bel deviendrait roi de France, mais Philippe le Bel deviendrait maître de l'ordre unique, le Rex Bellator, mais surtout l'empereur de ce monde chrétien et de cette milice céleste, si l'on peut dire. Donc c'est un projet, certes un peu utopique, mais qui était dans l'air du temps. Philippe le Bel n'était pas le seul à avoir cette vision, c'est seulement celui qui avait le plus de moyens pour la mettre en forme. Donc pour Philippe le Bel, il est fondamental que la fusion des ordres ait lieu. Et n'oublions pas que 50 à 60% de l'effectif templier se trouve sur le sol de France. Et ça c'est fondamental. Donc il dispose sur son sol de la plus grande part des possessions templières. Si l'ordre fusionne, il est de facto le mieux placé pour prendre contrôle de cet ordre unique. Alors ensuite, il y a d'autres éléments. En 1306, Philippe le Bel
va devoir faire face à des émeutes dans son propre pays, dues à des augmentations de taxes, dues à la dévaluation monétaire, etc. Les choses ne vont pas très bien dans le royaume de France, financièrement parlant. Et donc Philippe le Bel va subir les affres de la population parisienne et va devoir trouver refuge. Mais il est menacé par son propre peuple. Et il va devoir se mettre en sécurité dans un lieu à l'abri. Et ce lieu où il va se mettre à l'abri à Paris, c'est la commanderie de l'ordre du Temple, ou si vous préférez, la tour du Temple de Paris. Ce grand roi de France va être réduit à se mettre sous la protection de l'ordre du Temple pour sa survie. Et ça va commencer à le travailler un petit peu d'une certaine façon. Il va commencer à voir ces Templiers comme trop puissants et comme un pouvoir dans l'État. Les Templiers, en plus d'être une organisation indépendante, surtout ils forment un État dans l'État, avec leurs nombreuses possessions territoriales, qui est tout à fait conséquente. On estime à l'époque que la possession des Templiers sur la ville de Paris se résume sensiblement à 1/3 du territoire parisien, ce qui est absolument colossal. Ça ne veut pas dire que les Templiers sont nombreux en effectif, mais leurs possessions sont colossales. Et ça, Philippe le Bel commence à se méfier de ce pouvoir. D'où des tensions avec le Temple commencent à naître. Néanmoins, il y a d'autres éléments à cette tension. C'est la notion financière. Saint-Louis avait confié la garde du trésor royal aux Templiers, dans cette fameuse tour du Temple. Son fils, Philippe le Hardi, va faire la même chose. Et Philippe le Bel va garder cette continuité, c'est-à-dire ce sont les Templiers qui administrent le trésor royal. Mais le problème, c'est que le roi manque tout le temps d'argent et doit faire des prêts. Et il va chercher à emprunter aux gens qui ont les possessions, à savoir les Templiers, et ces derniers prêtent de l'argent régulièrement à Philippe le Bel, et Philippe le Bel ne rembourse jamais, puisqu'il n'a pas d'argent, de toute façon. Et puis à un moment, Philippe le Bel demande à emprunter une nouvelle très forte somme d'argent, et Jacques de Molay, qui est présent en France à cette époque, va le refuser. On ne refuse pas au roi de France, jamais on ne refuse au roi. Même si on sait que les rois ne remboursent jamais, on prête toujours au roi. C'est du moins comme ça qu'avait fonctionné l'ordre du Temple depuis près de 200, enfin, depuis au moins 150 ans. Donc le fait que Jacques de Molay, qui est présent, refuse cela, c'est un gros problème. Hugues de Perrault, grand visiteur de France, lui voulait accorder le prêt à Philippe le Bel. Mais Jacques de Molay, le grand maître est là, et lui, il dit c'est non. Et ça, Philippe le Bel ne le pardonnera pas. Alors maintenant, la question qui va nous intéresser, c'est pourquoi Jacques de Molay, cet homme de combat, se trouve en Europe, et plus précisément en France, à cette époque. Alors pour être exact, il se trouve dans la ville de Poitiers. Pourquoi? Eh bien parce que le nouveau pape de cette époque, Clément V, qui a été élu en 1305, siège à Poitiers, ou du moins passe la majeure partie de son temps à Poitiers. Et il va convoquer le grand maître de l'ordre du Temple et le grand maître de l'ordre de l'hôpital à venir le rencontrer pour discuter des futurs projets de croisade et surtout de la fusion des ordres des Templiers et des Hospitaliers. Cette rencontre est prévue en 1306 et Jacques de Molay se présente en Occident, il se rend à Poitiers et rencontre le pape pour poser ses arguments en opposition avec la fusion des ordres, bien entendu. Foulques de Villaret, quant à lui, qui se trouve sur l'île de Chypre, prétexte des problèmes de santé et autres, et délègue un ambassadeur pour y aller à sa place, mais ne se présente pas, car ce dernier, je le pense du moins, avait senti cette ambiance délétère qui se construisait autour des deux temples. Lui non plus ne voulait pas la fusion des ordres de toute façon, et il a trouvé une échappatoire pour éviter l'invitation du pape et ne pas s'y rendre, laissant la tempête passer, si l'on peut dire. Mais Jacques de Molay, quant à lui, s'y rend pour poser ses arguments. La rencontre a lieu, et chose très importante, le roi de France, Philippe le Bel, est présent. Le pape Clément V est présent, Hugues de Perrault, grand visiteur de France, est présent, Jacques de Molay, bien sûr, est présent, l'ambassadeur des Hospitaliers est présent, quelques autres notables, bien sûr, et bien sûr, Guillaume de Plaisant, un des conseillers de Philippe le Bel, et Guillaume de Nogaret, qui sera l'architecte de la chute des Templiers par la suite. Cette rencontre a lieu, Jacques de Molay pose ses arguments, il ressasse les mêmes arguments que son prédécesseur Guillaume de Beaujeu avait fait, que les ordres devaient rester séparés pour garder leur identité, que la concurrence entre eux était positive, etc. Tout ça, mais dans tous les cas, il s'oppose fermement à la fusion des ordres. Or, il se met dans une position de fragilité, car la perte de la Terre Sainte rendait inacceptable ces arguments, si l'on peut dire, et cette fusion des ordres semblait totalement inévitable. Et elle aura lieu, coûte que coûte, sous des formes dérivées, ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais dans tous les cas, comme Hugues de Perrault le dit à cette époque, il ne fallait pas le refuser, car c'était inéluctable, et cela met le grand maître du Temple, et l'ordre du Temple dans sa globalité, dans une difficulté. Et c'est là
que Philippe le Bel, qui en aggro déjà contre les Templiers dû au non-prêt monétaire, qui en aggro contre les Templiers à cause de leur position d'État dans l'État, qui a dû se réfugier chez eux, etc., etc., va mettre en place son intrigue. Alors, comment se passe cette affaire? Eh bien, cela commence avec le témoignage d'un personnage qui s'appelle Escueux de Florent. Ce dernier vivait à proximité de Limoges et va faire des déclarations comme quoi il aurait connaissance de pratiques hérétiques, idolâtres, sodomites et abominables qui se dérouleraient au sein de l'ordre du Temple. Alors il existe plusieurs légendes, certains disent que c'est un Templier renégat qui aurait été chassé de l'ordre du Temple, d'autres disent qu'il aurait été en cellule avec un Templier et que c'est ce Templier en prison qui lui aurait fait des confidences, mais quelle que soit l'histoire, nous avons bel et bien des lettres de ce Escueux de Florent qui informe de ses pratiques au sein de l'ordre du Temple. Alors Escueux de Florent va tout d'abord écrire au roi d'Aragon, Jacques II. Il l'informe de toutes les pratiques de l'ordre du Temple, mais Jacques II n'est pas spécifiquement réceptif. Il lui dit, écoutez, il faudrait des preuves un petit peu plus solides. Si jamais vous me fournissez des preuves plus solides, eh bien, je vous rémunérerai. Escueux de Florent, qui est tout à fait son objectif, son but étant d'acquérir de l'argent, va évidemment écrire cette fois-ci au roi de France, Philippe le Bel, et va l'informer des mêmes choses. Mais le roi de France, quant à lui, est très réceptif aux accusations de l'ordre du Temple. Et c'est son homme de main, pas le roi en personne bien sûr, son homme de main, Guillaume de Nogaret, qui va prendre en charge cette affaire, qui va payer Escueux de Florent afin de répandre ces informations, de répandre la rumeur, d'en parler, d'écrire des missives, etc., afin de faire enfler un petit peu l'affaire. Et c'est ainsi qu'entre les années 1305, 1306 et 1307, de nombreuses rumeurs se répandent sur les pratiques malfaisantes de l'ordre du Temple. Alors, quelles sont ces rumeurs? Eh bien, on va soupçonner les Templiers de plusieurs choses. Tout d'abord, de s'enrichir sans ambition de reconquérir la Terre Sainte. Eh bien, tout simplement, encore une fois, je vous rappelle que les Templiers possèdent énormément de territoires, ils acquièrent des biens dus à l'exploitation de ces territoires, ils amassent des richesses, mais à la base, c'est un ordre monastique. Or, le but de ces richesses était de soutenir la cause de la croisade, et évidemment, vu qu'il n'y avait plus de Terre Sainte, enfin il n'y avait plus de possession chrétienne en Orient, eh bien on commençait à douter du fait que les Templiers employaient cet argent pour la croisade, et on pensait qu'ils s'enrichissaient. De plus, pour le point de vue du roi, bien sûr, cet argent inutilisé aurait pu lui servir à lui dans ce projet de fusion des ordres et dans ce projet du Rex Bellator, bien entendu. Donc, les Templiers sont accusés d'être avares et de s'enrichir. Ensuite, ils sont accusés de violence et d'exaction envers la population. Car voyez-vous, les Templiers sont un ordre militaire. Alors certes, il n'y a pas que des combattants, mais il y a des combattants. Or, vous le savez, quand il y a des frictions entre les populations civiles et les populations militaires, eh bien cela peut engendrer des conflits, et il est probable que à certaines fois, les Templiers ont eu éventuellement des abus d'autorité ou été considérés comme une force agressive au contact de la population. Cela est tout à fait possible. Ensuite, il y avait l'idée qui se répandait comme quoi les Templiers préparaient un complot contre l'État, ou du moins qu'ils avaient pour but de former, de s'ériger en tant qu'État, mais à l'intérieur de l'État. Alors qu'est-ce qui a pu nourrir cette idée? Eh bien tout à fait le fait que les Hospitaliers, un autre ordre, s'est établi en État à Rhodes, ou du moins étaient en train de le faire, le fait que les Teutoniques en Prusse s'établissaient eux aussi en État, et donc il était normal dans la pensée des gens qu'on puisse hypothétiser que les Templiers veulent faire la même chose, s'établir en État. Mais le problème c'est qu'on ne voyait pas de conquête, donc on se disait qu'ils allaient s'implanter en État là où ils étaient, et là où ils étaient principalement, c'était en France. Donc la rumeur d'un complot contre l'État, contre le royaume de France, commence à enfler. Ensuite, il y a les rumeurs qui fait que les Templiers pratiqueraient des rites contre nature, hérétiques, qu'ils cracheraient sur la croix, qu'ils s'adonneraient à des pratiques homosexuelles et tout un tas d'autres choses, notamment qu'ils vénéreraient une idole. Et ensuite, on les accuse d'être responsables, et ça c'est très grave, d'être responsables de la chute des États latins d'Orient. Eh bien, vous comprenez tout à fait pourquoi. Il faut un bouc émissaire, la Terre Sainte a été perdue, Saint Jean d'Acre est tombé, il faut des coupables, et les Templiers sont des coupables parfaits, puisqu'ils étaient présents et qu'ils existent encore. À la limite, on n'en aurait pas voulu au Temple s'ils avaient tous disparu à Saint Jean d'Acre, ils seraient morts en héros glorieux. Mais le fait qu'ils aient survécu à Saint Jean d'Acre fait qu'ils sont soupçonnés d'être responsables de cette chute, et éventuellement de connivence avec les Mamelouks qui ont conquis Saint Jean d'Acre. Donc voici globalement un état des rumeurs contre l'ordre du Temple
en 1305, 1306 et début 1307. Une autre difficulté qui ne va pas faciliter la position de Jacques de Molay, c'est que ce dernier était proche de l'ancien pape Boniface VIII, l'ennemi ou le némésis de Philippe le Bel. Je vous rappelle que Boniface VIII avait fait excommunier Philippe le Bel et que maintenant ce dernier étant mort, eh bien Philippe le Bel va continuer ses agressions à l'encontre de Boniface VIII en demandant qu'on détruise ses restes, qu'on le renie, qu'il soit sacrilège même par-delà la mort. Donc vous avez un pape de France qui a une autorité forte, le roi de fer, qui veut imposer son pouvoir, qui veut prendre la tête de cet ordre unique et qui veut mettre tout le monde au pas. Et de l'autre côté, vous avez un pape nouvellement élu, grâce à Philippe le Bel, qui tente d'imposer son pouvoir tout en essayant de ménager à la fois le roi de France, les autres seigneurs d'Occident, et qui tente également d'imposer son autorité sur ces ordres monastiques un petit peu trop indépendants. Donc un pape qui n'est pas dans une position de force, et inversement un roi qui est dans une position de toute puissance, si l'on peut dire. Et surtout, avec un maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, qui était proche de l'ancien pape, ce qui évidemment le met directement dans le collimateur de Philippe le Bel. La position du duc de Pérot était plus intéressante parce que ce dernier était un proche de Philippe le Bel. Il devait, en tant que grand visiteur de France, il était amené à régulièrement côtoyer le roi pour les positions de l'ordre par rapport à la France, etc. Tout ça. Et donc il avait l'oreille de Philippe le Bel et s'entendait bien. Et va conseiller à Jacques de Molay d'accepter la fusion des ordres, il va conseiller à Jacques de Molay de ne pas heurter ou de ne pas entrer en conflit avec le roi de France, et va tenter d'apaiser les tensions. Néanmoins, cela ne va pas suffire. Philippe le Bel, depuis 1305 et pendant 2 ans, va préparer méthodiquement la chute de l'ordre du Temple. Ce n'est pas une décision sur un coup de tête, c'est un plan réfléchi, méthodique, avec une stratégie bien huilée, et à ce moment-là, où Jacques de Molay est présent en France, en réalité, le piège s'est déjà refermé sur lui, mais il ne le sait pas encore. Entrons dans la deuxième partie, l'arrestation des Templiers en 1307. Au début de l'année, vous avez un roi de fer qui prépare son plan, un maître du Temple déconnecté des réalités et qui ne prend pas à la juste mesure les menaces qui pèsent sur lui, un pape qui tente modestement de s'imposer, et surtout une rumeur qui enfle et qui accuse les Templiers dans la population, notamment à cause de Esquieu de Florian que nous avons vu préalablement, mais également d'autres rumeurs qui circulent naturellement sur le territoire. Alors, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, Jacques de Molay a conscience de ces rumeurs qui enflent sur le Temple et va tenter d'y apporter une réponse, mais probablement bien inférieure à ce qu'elles auraient dû être. C'est ainsi qu'il va rencontrer le pape, à Poitiers toujours, ce dernier restant dans le giron, si l'on peut dire, du roi de France, et va demander au pape de mener lui-même une enquête afin de laver le Temple de toutes ces accusations. Comprenez? Il s'agit de faire une enquête afin de vérifier si ces accusations sont vraies, s'il y a du factuel dans ces différentes rumeurs, ou si ceci est un tissu du mensonge, le but étant, Jacques de Molay fait amende honorable en disant, eh bien écoutez, vous dites tout ça sur nous, eh bien nous allons enquêter pour voir si c'est vrai. Et cela se passe en août 1307. Le pape est réceptif à cette idée et ordonne la mise en place d'une enquête afin de faire la lumière sur toutes ces accusations. Et il envoie une lettre à Philippe le Bel pour l'informer de cette enquête pontificale. Et là, cela met le roi de France dans une certaine difficulté. Il est en train de se faire couper l'herbe sous le pied, si l'on peut dire, et son plan ne va pas pouvoir aboutir. Donc, il se trouve pris dans une course contre le pape et va devoir, s'il veut garder la main dans cette affaire, il va devoir anticiper et précipiter son opération. Il y a des discussions avec ces trois sides, ces trois némésis qui vont, enfin ces trois acolytes qui vont mener toute cette opération. Nous avons Enguerrand de Marigny, Guillaume de Nogaret et Guillaume de Plaisant. Ce sont les 3 architectes de la chute de l'ordre du Temple. Il va y avoir des réunions fin août, début septembre, et c'est à l'abbaye de Maubuisson que tout se va se décider. Philippe le Bel, le 14 septembre, soit 1 mois avant l'arrestation des Templiers, va écrire une lettre, ou va mettre en écrit ses ordres, qui sont l'arrestation des Templiers, qui aura lieu le vendredi 13 octobre 1307, et ce, dans toutes les commanderies, dans toutes les possessions templières du territoire de France. Toutes les seigneuries sont informées,
toutes les polices royales sont informées, avec des lettres cachetées, qui ne devront être ouvertes que le 12 octobre 1307, soit la veille de l'opération d'arrestation. Donc, le secret se diffuse dans toutes les seigneuries. Il semblerait, du moins nous n'avons pas d'éléments qui montrent que les Templiers ont été au courant de ce plan. Il semblerait que ceci ait été bien ficelé. Et donc toutes les baillis du royaume sont au courant, enfin reçoivent cette missive cachetée qui sera ouverte le 12 octobre. Évidemment, pendant ce temps, l'enquête pontificale prend ses marques et commence les investigations, sans avoir conscience à aucun moment que le roi Philippe le Bel va mettre un coup de marteau dans toute cette affaire. Alors bien sûr, Philippe le Bel se trouve dans une difficulté. Il n'a pas le droit pour lui. Il est en violation pure du droit canonique. Car je vous rappelle que l'ordre du Temple ne dépend pas de son royaume, ne dépend pas de son autorité, ne dépend pas non plus des églises de France, des évêchés de France, mais dépend uniquement du pape, uniquement de l'autorité pontificale. Et de ce fait, Philippe le Bel n'a aucun droit légal pour intenter une action contre l'ordre du Temple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va solliciter le grand inquisiteur de Paris, et ce dernier va non pas mener une opération contre l'ordre du Temple dans sa globalité, mais contre les individus en tant qu'hérétiques. C'est-à-dire que l'on arrête les Templiers non pas parce qu'ils sont Templiers, mais parce qu'en tant qu'individus, ils sont en état d'hérésie. Et donc, Philippe le Bel va contourner, si l'on peut dire, le droit afin de pouvoir faire son opération. Alors, vous pourriez me dire que ce sont des jeux de mots, bien sûr, qui permettent de détourner un petit peu. Eh bien, vous avez tout à fait raison. C'est en effet complètement une pirouette légale afin de faire son opération sur l'ordre du Temple, bien entendu. Nous approchons maintenant de la date fatidique. Nous sommes le 12 octobre 1307. Et là, ce qui est surréaliste, c'est que Jacques de Molay, qui était, je vous rappelle, basé à Poitiers, va se rendre à Paris afin d'assister aux funérailles de Catherine de Courtenay, qui était l'épouse de Charles de Valois, le frère du roi de France. Et c'est ainsi que Jacques de Molay se trouve à une cérémonie religieuse en compagnie du duc de Peyraud, mais également en compagnie de Philippe le Bel, et qu'ils sont même à proximité. Ils vont discuter, se côtoyer la veille de l'arrestation. Car le lendemain, c'est bel et bien les hommes du roi, guidés par Guillaume de Nogaret, qui vont se rendre directement à la tour du Temple de Paris, se saisir de Jacques de Molay, ainsi que de tous les autres membres de l'ordre du Temple. À Paris, dans les commanderies de l'Île-de-France, mais également dans toutes les commanderies de province du royaume. Alors, faisons tout de suite une petite précision. Le royaume de France n'a pas tout à fait la même géographie que la France actuelle, ce qui fait qu'il y a certains territoires de la France que l'on connaît qui n'appartenaient pas ou qui n'étaient pas sous la juridiction du royaume de France de cette époque. C'est notamment le cas pour une partie de l'Aquitaine, qui n'était pas sous domination française, mais qui était sous domination anglaise. De ce fait, les Templiers qui se trouvent vers Bordeaux ne seront pas inquiétés par les hommes du roi de France. C'est également le cas, par exemple, des Templiers qui se trouvent à la commanderie du Masdéou, dont je vous ai parlé en introduction. Cette commanderie se trouve dans les Pyrénées orientales, mais à cette époque, ils sont sous domination, donc le Roussillon, et sous domination du royaume de Majorque. Et donc, de ce fait, ils ne seront pas arrêtés par les hommes du roi. Mais comprenez quand même que dans tous les cas, tous les Templiers du royaume de France seront arrêtés au matin du vendredi 13 octobre 1307, d'où la légende du fameux vendredi 13 qui porterait malheur. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est combien de Templiers sont arrêtés? Eh bien, nous avons des estimations, mais néanmoins de nombreuses zones obscures, si l'on peut dire, sur ce nombre de Templiers. D'où je vous présentais des statistiques afin de tenter d'estimer la population templière en Europe à cette époque. Alors, je vous avais fait une estimation de entre 1000 et 2500 membres de l'ordre du Temple, comprenant chevaliers, sergents, servants et les prêtres, bien entendu. C'est une estimation large, mais comprenez que tout cet effectif ne se trouve pas en France, bien entendu. Alors, qui sera arrêté? Eh bien, nous avons 138 membres de l'ordre du Temple qui sont arrêtés à Paris. Comprenez la commanderie au sens la baillie, enfin la province de Paris, c'est-à-dire que ça comprend plusieurs sites de l'ordre du Temple. Et en tout, en France, on recense à peu près 546 arrestations pour l'intégralité du royaume de France. Alors, comprenez que seront arrêtés les chevaliers, manteau blanc, mais seront également arrêtés les frères sergents et les frères de métier, ainsi que les chapelains.
c'est tous les Templiers, quel que soit leur statut au sein de l'ordre du Temple, qui sont arrêtés. Ce n'est pas que les combattants, c'est tout le monde. Donc vous voyez qu'au niveau effectif, on n'est pas sur des chiffres astronomiques, on est sur un 500-600 personnes sur l'intégralité du Royaume de France de cette époque. Alors, quelles sont les accusations qui sont portées contre le Temple? Eh bien, ceci va être statué exactement le 14 octobre, soit le lendemain de l'arrestation par le fameux Guillaume de Nogaret, qui va donner les détails et des charges pesant sur les Templiers à une assemblée de théologiens et de clercs qui vont discuter de toutes ces questions. Alors, on va trouver une liste de 128 chefs d'accusation, de 128 questions, si l'on peut dire, qui vont comprendre notamment les accusations d'hérésie, d'idolâtrie, de crachat sur la croix, de sodomie ou d'homosexualité plus largement, de reniement des sacrements, et tout un tas de choses qu'on va trouver dans cette liste de 128 questions. L'opération est mise sous la conduite donc de Guillaume Imbert, le grand inquisiteur de Paris, qui va avoir pour mission, à partir de là, d'interroger les Templiers et de leur poser ces 128 questions pour statuer de la gravité, bien sûr, et surtout de montrer la culpabilité de l'ordre du Temple. Alors, nous avons déjà abordé le problème du droit canonique, et donc du droit canonique et de la forme légale que prend l'opération de Philippe le Bel. Eh bien, je vous rappelle encore une fois qu'il la confie au grand inquisiteur de Paris et qu'il accuse les Templiers au sens individuel. Il accuse les membres indépendamment et non pas l'ordre dans sa globalité, du moins à ce stade. Alors, cela pose plusieurs questions, tout d'abord au niveau infrastructure. Où les Templiers sont-ils retenus captifs? Eh bien, chose intéressante, c'est qu'on va, par exemple, à Paris, retenir les Templiers captifs dans leur commanderie. C'est-à-dire, on va les mettre en prison dans la tour du Temple. On va les disposer dans plusieurs places fortes, notamment au château de Gisors, en Normandie. On va les placer dans la citadelle de Dôme, en Périgord, à Chinon, à proximité de la Touraine, etc. Donc il y a plusieurs lieux où les Templiers vont être envoyés en prison. Bien entendu, des cellules où ils vont être regroupés entre eux. Alors ce qui rend cette côté oppressant, parce qu'ils vont pouvoir communiquer entre eux, voir ce qui arrive à leurs frères qui sont torturés, comme on va voir après. Donc ça crée une ambiance assez angoissante, si l'on peut dire. Alors aussi se pose la question des Templiers qui ont pu s'échapper. Il est évident que malgré l'opération bien ficelée de Philippe le Bel, il y a eu des personnes qui se sont échappées. Alors on ne connaît pas les chiffres exacts, mais on sait que sensiblement à Paris, l'un des dignitaires de l'ordre, Gérard de Villiers, va réussir à s'enfuir, et apparemment avec 24 Templiers avec lui. Alors 24 Templiers qui peuvent comprendre, comprenez, des manteaux blancs, manteaux noirs, frères servants, chapelains, etc. Donc à peu près 24 personnes, ce qui n'est pas colossal. On a 16 autres noms de Templiers en province qui vont s'enfuir, mais ces 16 personnes vont être retrouvées. Donc vous voyez, on n'est pas sur les Templiers qui vont échapper au coup de filet, on n'est pas sur des sommes astronomiques non plus, on n'est pas sur 100 personnes, on est éventuellement sur une petite dizaine, une petite vingtaine, peut-être 50, mais on n'est pas du tout sur des chiffres astronomiques, il n'y a pas 2000 Templiers qui ont échappé à Philippe le Bel, c'est encore une histoire de 10 à 50 personnes, grand maximum, et avec beaucoup de légendes encore qui s'agrègent sur cette histoire. Alors, autre chose importante, il n'y a pas eu de résistance. Les Templiers, au moment où ils se font arrêter, ils ne résistent pas. Alors c'est pareil, on a beaucoup parlé de cette chose. Pourquoi, après tout, les Templiers sont des militaires, ce sont des hommes d'armes, pourquoi ils ne s'opposent pas? C'est pas parce qu'il y a quatre miliciens royaux qui viennent dans la commanderie de Paris, alors ils n'étaient pas 4, évidemment, ils étaient une vingtaine, imaginons, une vingtaine de miliciens qui viennent à la tour du Temple de Paris, on pourrait se dire, après tout, s'il y a 138 Templiers localement, ils peuvent leur résister. Mais oui, mais n'oubliez pas qu'il y a des manteaux blancs, des manteaux noirs et des frères de métier et des chapelains. Ce ne sont pas tous des combattants. Et de plus, il y a aussi des Templiers vétérans, si l'on peut dire, des gens qui sont à la retraite, qui sont toujours Templiers, bien sûr, qui sont des moines, mais qui ne portent plus les armes, qui sont d'un certain âge. Puisque le recrutement dans l'ordre du Temple avait déjà commencé à faiblir. Il y avait beaucoup moins d'entrées dans l'ordre du Temple que de départ, si l'on peut dire. Donc, forcément, il n'y a pas de résistance. Déjà dans un premier temps parce que ce n'était peut-être pas possible de résister militairement face à une force armée, et pour une notion d'effectif et de nombre de combattants, et en plus aussi une volonté de se dire, attendez, si on combat et si on s'échappe, eh bien cela veut dire que ces accusations sont vraies. Donc peut-être en se rendant, en se mettant à disposition pour les questions, eh bien d'une certaine façon on fait foi de notre innocence,
sachant qu'à ce stade, ils ne savent pas ce qui les attend. S'ils avaient su ce qui les attendait, il est tout à fait probable qu'ils auraient beaucoup plus résisté et qu'ils auraient tenté, dans une certaine mesure, de s'échapper. Alors, on va comparer justement ce fait avec une commanderie plus modeste, celle qui nous sert d'exemple, à savoir celle du Masdéou, donc en Roussillon. Alors, c'est une commanderie qui ne se trouve pas dans le royaume de France, mais ils seront quand même arrêtés par la suite. Donc on va toucher un mot. Quand ils seront arrêtés, les 25 Templiers du Masdéou vont se rendre sans résister, sans combattre, sans rechigner, si l'on peut dire, et vont être mis en sécurité, si l'on peut dire. Ils vont être mis en prison dans la commanderie du Masdéou, avec obligation de rester sur place. Et on va mettre 3 miliciens pour veiller à ce qu'ils ne s'échappent pas. Mais ça s'arrête là. On n'a pas du tout on n'a pas combattu. Ces 25 Templiers du Masdéou sont, encore une fois, pour 18 d'entre eux, ce sont des frères de métier. Il n'y a que 3 chevaliers, sachant que l'un de ces 3 chevaliers n'était pas présent, Ramon Saguarda, qu'on va parler tout à l'heure. Donc c'est une opération qui se fait plutôt dans la douceur, si l'on peut dire. Même si elle est extrêmement violente dans son aspect global, c'est une prise de contrôle sans combat, encore une fois, sur le territoire français. Ce sera un petit peu différent ailleurs, comme nous le verrons par la suite. Et maintenant, nous allons justement pouvoir continuer cette aventure et entrer dans la 3e partie de cette émission, à savoir les interrogatoires, le procès et bien sûr les tortures, soit la période temporelle qui se situe entre 1307, enfin à partir du 14 octobre 1307 jusqu'à l'année 1311.